la fin du XXe siècle. Des quatre coins de la France, des jeunes passionnés de dessins animés japonais se rencontrent pour partager leur passion. Parmi eux, des filles et des garçons, avides d'une culture dont ils sont les héritiers inconscients. Qui peut expliquer pourquoi la France est aujourd'hui le deuxième marché du manga au monde après le Japon? Qui veut comprendre comment, malgré le mépris des esprits bien pensants, nous avons persévéré dans notre amour d'une culture riche en valeurs, en émotions et en enseignements de vie? Vous le saurez en regardant French Animefy. Toriyama fait briller ce rythme initiatique entre guillemets par son absence. Alors dire qu'il ne nous est pas montré, il nous est montré un petit peu dans le manga, très peu un petit peu dans le manga avant, parce que on le voit arriver au Palais Céleste et c'est Monsieur Popo qui va l'entraîner. Très important, je vais revenir sur la fonction de Monsieur Popo et qui est Monsieur Popo dans Dragon Ball, parce que je crois cela a été un petit peu évoqué, mais pas suffisamment en mon sens, sur ce que représente Monsieur Popo. C'est super important. Toriyama, dans le manga, on ne revient pas, une fois qu'il est adulte, on ne revient pas sur cette partie avec Monsieur Popo et de son entraînement. En revanche, dans la série, et c'est là où je remercie vraiment la série, parce que je suis plutôt un fan de la série animée que du manga, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas le travail de Toriyama, mais j'apprécie l'œuvre de Toriyama, surtout à travers la série. Ah, des gens vont dire, ouais, moi je préfère le manga, etc. Bon, écoutez, moi je suis partie de ceux qui préfèrent Dragon Ball en dessin animé, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré cette œuvre en premier. Et c'est là où mes sentiments les plus profonds ont été, comment dirais-je, ont été sollicités par cette œuvre. Que ce soit au niveau de la mise en scène, au niveau de la musique. Voilà, Dragon Ball, c'est un truc que moi je vis personnellement avec un amour sincère et profond. En tout cas pour ce qui est de la série. Dans la série, à quel moment on arrive à comprendre cette évolution et ce passage initiatique? On le voit un petit peu avant que Goku grandisse. On va remettre l'extrait. Vous savez, c'est quand il se bat contre lui-même. Voilà, bon, ça fait partie pour moi des meilleurs combats d'arts martiaux qui existent, toutes séries confondues. Hein. Pour moi, Dragon Ball, en termes de combat, et je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais techniquement, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que Goku se bat contre lui-même. Goku se bat d'abord contre Mister Popo, et Goku va se battre contre sa poupée contre lui-même. Et si vous faites attention, cette poupée, elle a un regard vide. Ce regard vide, on va le retrouver un petit peu dans un extrait. C'est au moment où, là on va regarder le côté où Goku a grandi. Donc Goku a grandi, il se bat contre Tenshin Han. Un des meilleurs combats je pense dans Dragon Ball, en tout cas de mon point de vue. Avec Tenshin Han, Goku versus Tenshin Han petit, Goku versus Krillin. Goku versus son grand-père, une tuerie. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux à la fin, tu sais, quand il retire son masque, qu'il revoit son grand-père. Quand tu me montres cet épisode, tu veux me voir pleurer, tu me montres cet épisode, je chiale tellement c'est fort. Mais bon, dans cet épisode, Goku versus Tenshin Han, encore un épisode de mythique, l'épisode où Tenshin Han lui dit texto, écoute mon frère, t'es bien gentil mais tu me battras jamais parce que t'es pas assez rapide. Vous vous rappelez de ça? Il y a une chose qui te manquait il y a 3 ans et que tu as réussi à développer un peu mieux depuis. Ah bon? Oui, une qualité qui est aussi importante que la force dans un combat. Cette qualité, c'est la rapidité. Tenshin Han, ouais, mec, t'es pas assez rapide, tu pourras jamais me battre. Ah ouais, tu vois, Goku avec sa naïveté, ouais, putain, t'as raison. Bam, qu'est-ce qu'il fait? Il retire son t-shirt, il met du temps, bam! Le t-shirt tombe à terre, t'entends du bruit, tu fais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son t-shirt? Il est en plomb ou quoi? Mais qu'est-ce que... Je peux jeter un coup d'œil à ton maillot? Quoi? Ah oui, vas-y.
Mais comment? Il retire ses bottes, il retire ses poignets, et là tu découvres que le mec s'est battu avec un poids de 100 kilos en plus sur lui. Les mecs lui disent, mais où est-ce que tu t'es entraîné? Et là, vous avez l'ellipse. Le moment que l'on ne voyait pas entre le moment de Goku petit et Goku grand, là on va le redécouvrir par du flashback. Au début, c'était pas facile, mais tout ça c'est rien. Si je vous racontais tout ce qu'on me faisait faire, vous ne me croiriez pas. Et vous avez ce moment, regardez bien, où Goku se bat contre Mister Popo, et à un moment donné, il a les yeux grands ouverts comme ça, et puis il repart dans son combat. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le moment initiatique clé, lié à l'apprentissage qu'il a à travers Mister Popo. Mais dans l'histoire initiatique, nous, on n'est pas des Asiatiques. Mais ça, en Inde, ils connaissent très bien qui est Mister Popo, en Chine également, et forcément au Japon. Parce que Mister Popo, dans son graphisme, Toriyama, lui, il a dessiné ce personnage avec des traits négroïdes. Sauf que, si vous regardez, ses oreilles sont assez allongées, en pointe comme le Tout-Puissant, et puis il a ce turban sur la tête, et puis surtout ce regard vide. Quand on est occidental, et moi personnellement quand je suis petit, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Je sais juste que c'est l'assistant du Tout-Puissant et qu'il est super balèze, Monsieur Popo. Je veux dire, Monsieur Popo, quand il se tape, il blague pas. Il est même surpris que Goku ait battu ça ton petit cœur. Non, quoi, toi t'as battu ça ton petit cœur. Tu sais, il est surpris. Mais c'est qui Mister Popo? N'oubliez pas que Dragon Ball s'appuie sur un discours et une histoire initiatique extrêmement connue en Asie qui est le roi des singes. Mais Toriyama, comme ses prédécesseurs, n'hésite pas à faire des mélanges de mythes, des mélanges historiques, qui soient historiques ou qui soient simplement purement, non pas imaginatifs, mais de transmission, j'ai envie de dire, traditionnelle ou mythique. Mister Popo, par mes recherches plus tard, j'ai finalement identifié que c'était une version en animé ou caricaturale de Bodhidharma. L'histoire de Bodhidharma est très intéressante parce que c'est lui qui va introduire dans la culture chinoise le bouddhisme. Bodhidharma va le faire, d'une part parce qu'il est le 28e, retenez bien ce numéro, 28e patriarche, et que Bodhidharma, en étant le 28e patriarche, il va transmettre la connaissance secrète initiatique du bouddhisme qui n'était transmise qu'à certains initiés issus du bouddhisme. Vous avez toujours au niveau initiatique deux styles de transmission, la transmission pour la masse et puis vous avez la transmission dans le secret, entre guillemets, parce que certaines informations ne peuvent pas être données à tout le monde de n'importe quelle manière. Et c'est ce qui s'est passé avec Bodhidharma. Bodhidharma identifie dans sa propre histoire qu'il arrive à la fin d'un cycle, qu'il est le 28e et que le cycle du bouddhisme se termine avec lui en Inde, mais qu'il doit être relancé ailleurs. Il identifie, et je vous fais vraiment un résumé, la Chine, où il va transmettre son savoir. Quand on regarde Goku, quand on regarde simplement l'aspect graphique, l'environnement dans lequel Goku a grandi, Toriyama nous raconte à travers l'initiation et la réception, l'évolution de Goku, l'histoire de Bodhidharma qui va transmettre en Chine son savoir. C'est exactement la même chose. L'analogie est tient. Je vous invite vraiment à vous intéresser à l'histoire de Bodhidharma. C'est pareil. Et bien, au niveau initiatique, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tout d'un coup, Goku, qui était dans le monde, entre guillemets, des humains, va arriver au niveau du ciel, au niveau le plus élevé, et là va recevoir sa transmission initiatique. Il va passer du côté de ceux qui étaient encore des guerriers ou des combattants ordinaires à un combattant véritablement extraordinaire, parce que son état d'esprit va changer. Et ça se voit dans ses premiers combats contre le roi Shaka ou Shama, j'ai oublié son nom. Ça se voit dans sa façon, il est posé, il a changé, son attitude n'est plus la même. Goku se bat plus simplement avec ses émotions,
mais aussi avec son esprit. Et bien ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi de ce qui nous parle à nous quand on est jeune dans cette période-là. Parce qu'on est dans une demande où on a besoin de grandir et de nous créer de nouvelles valeurs, de comprendre ce que c'est que la vie. Et parce qu'on se pose des questions de base, à savoir qui nous sommes, comment nous vivons dans cet environnement et qu'est-ce que nous allons y faire. Parce que tant qu'on était des enfants, on était sous la coupe des adultes. En arrivant dans le monde des adultes, on est sous notre responsabilité va rentrer en jeu. Ok ? Donc, c'est en cela que je dis qu'il y a un aspect initiatique dans les mangas qui est véhiculé, pas forcément de façon aussi directe que ce soit dans Ken le Survivant ou les Chevaliers du Zodiaque. On le voit bien, le récit initiatique, il est évident. Mais dans d'autres œuvres, dans des œuvres où apparemment ça n'apparaît pas, je pourrais vous prendre une œuvre de science-fiction comme Robotech, Macross. Bon, les mecs vont me dire, moi je kiffe Macross ou tout ce qui est SF, ton histoire d'initiation elle n'existe pas. Je vais te dire oui et non. Non en tant que thème direct, mais oui en termes de structure narrative. Parce que le but du jeu des initiés, dans ce qu'ils avaient à transmettre, c'était de le transmettre par des moyens détournés, qui ne soient pas forcément directs, à d'autres, et surtout à la masse. La connaissance initiatique n'a pas pour vocation de rester uniquement avec des initiés, elle a pour vocation d'être transmise aux autres, à la masse, au petit peuple, qui n'a pas forcément tout de suite les compétences pour comprendre les abstractions spirituelles, mais qui peut également les vivre si on sait les lui présenter d'une certaine manière. Et cette certaine manière est véhiculée dans des histoires. Moi, quand j'allais dans des conventions, j'étais pertinemment convaincu que les autres fans que j'ai pu rencontrer vivaient l'animation de cette manière. C'est-à-dire que moi, je prenais ça très à cœur, pas parce que je le prenais comme de la SF ou simplement de la science-fiction ou un divertissement. Accessoirement, je ne remets pas en question que ce ne soit pas un divertissement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de vous dire que le manga, c'est forcément que de l'initiation. Vous avez des niveaux où il s'agit simplement de prendre son manga et de se divertir. Moi, je vous prends Bloodlad, sans déconner. Bloodlad, qui me fait vraiment marrer. C'était une chouette découverte. Je vous l'ai dit, j'ai pu rencontrer l'auteur, Yuuki Kodama. Pour moi, Bloodlad, c'est un vrai divertissement. Tu vois, je lis Bloodlad. Ça va pas, je vais pas vous en faire un sujet de thèse, comme ça peut être le cas avec Akira. Peut-être que ça sera le cas pour un autre animé fan qui, lui, va y voir des choses extraordinaires et intéressantes et qui va devenir un sujet de thèse. Pour moi, Bloodlad, c'est quoi? C'est du. Moi, je le mettrais dans la catégorie shonen, mais c'est dans la catégorie seinen, puisque il y a un style et puis une façon assez, ne fût-ce que dans les dialogues, assez cru de parler. Mais Bloodlad, pour moi, c'est du divertissement. Tu vois, Dragon Ball, c'est pas seulement du divertissement, c'est aussi de l'initiation. Mais de mon point de vue. Donc je suis pas en train de vous dire que toute l'industrie du manga, parce que c'est une industrie, fonctionne sur du récit initiatique. En termes de thème et ou de personnages. Mais, et c'est là où j'insiste, lorsque vous vous intéressez au récit initiatique, des constantes vont apparaître. Quand je dis que le succès du manga pour moi est lié à la structure narrative, c'est ça que je suis en train de vous dire en toile de fond. Mais est-ce que c'est simplement une idée dont je vous ai parlé en reprenant les propos de Christophe Gans que je vous ai souvent présentés, en tout cas dans les vidéos? Pas seulement. En Occident, ce point de vue a été défendu par d'autres personnes et avant Christophe Gans. Et j'en veux pour preuve Thierry Grandstein avec l'univers des mangas. Et en lisant l'univers des mangas de Thierry Grandstein, qui m'a été très utile en tout cas pendant mes années de fac, quand j'ai eu à défendre certains aspects du manga pour mon mémoire sur Akira, pour vous dire à quel point la narration prévaut, à mon sens, dans le succès des mangas, je vais vous relire une chose que lui a identifiée et qui va même au niveau sémantique. Les éditeurs spécialisés sont une 60aine, mais tous ne sont pas d'égale importance. Le marché est dominé par un géant qui emploie plus de 2000 salariés
et a réalisé en 1988, donc on est en 1988, hein, il ne s'agit pas d'aujourd'hui, etc., hein, un chiffre d'affaires de 5,63 milliards de francs français. Et c'est Kodansha. Et là, je dis Kodansha, il précise, Kodan veut dire narration, et Sha, société commerciale. Ce qui veut dire que Kodansha, c'est quoi? C'est la société conteuse d'histoire. C'est une société éditoriale qui a pour postulat de départ, non pas de vendre du graphisme dans le cadre du manga, ou de la presse, ou de l'info, ils vendent de la narration. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une autre logique que celle des éditeurs classiques, en tout cas en Europe, en franco-belge, qui sont généralement les noms de famille, où on vend du graphisme. Quand vous allez voir un éditeur, la première chose qu'il vous demande en France, je ne connais pas trop la Belgique, mais en France, ce qu'on veut d'abord savoir, c'est quelle est ta patte graphique, avant de savoir qu'est-ce que tu as à raconter. Et c'est avec ta patte graphique, alors qu'est-ce que tu racontes? À la différence de, comment dirais-je, de l'approche japonaise où c'est qu'est-ce que tu as d'abord à raconter et avec quel graphisme. C'est sûr qu'on va pas publier un mec qui sert à rien au niveau graphique, mais il y a une tolérance qui est beaucoup plus, à mon avis, probante à ce niveau-là. Et j'en veux pour exemple le succès de One Punch Man. One Punch Man, avant que Murata, l'auteur de Aichi Valdeir, ne s'accommode de la partie graphique, on est quand même au niveau du Nemu, au niveau graphique. Tu vas pas me faire croire que tu kiffes One Punch Man, tu fais 4 millions de vues à cause de ton graphisme. Ne me prenez pas pour un con, les mecs. Et les filles non plus. Hein, parité obligeant maintenant. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ne me prenez pas pour un idiot. Ou pour plus con que je ne le suis. Je sais que je fais très souvent l'idiot, mais One Punch Man, si ça cartonne, c'est parce que le mec il te raconte quelque chose, il est en train de redynamiter les codes du genre liés au shonen.